Bonsoir, vous êtes sur le plateau de votre émission débat Parlement du Monde, diffusée sur la télévision internationale du réseau DA. Nous avons intitulé cette émission « Les différents choix possibles pour une sortie de crise en République démocratique du Congo ». Aujourd'hui, Parlement du Monde reçoit M. Basile Diatezoa. Économiste de formation, spécialisé en gestion publique, il fut président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, de la Fédération Benelux dans les années 80. Ayant exercé ensuite la fonction de vice-président, Club Zaïre 2000, club dont le président fut le feu Jules Saint-Bois, ancien gouverneur de la Banque nationale et ancien Premier ministre. M. Basile exercera en tant qu'administrateur de l'Institut pour la démocratie au Zaïre en Belgique. Il exercera notamment la fonction du président de l'Institut international pour le développement humain à Bruxelles et également président de l'Institut Al-Kadhafi pour le compte de l'Union africaine. Il a soutenu la rébellion de l'AFDL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, et défendra les griefs du CNDP, Congrès national pour la défense du peuple. Ce soir, sur le plateau du Parlement du Monde, Dieudonné reçoit M. Basile Diatezoa. La RDC est en crise. Une crise certainement multiforme. Mais le politique, en tant que chargé de la gestion de la chose publique, de la gestion de la res publica, de la gestion de tous les aspects de la vie communautaire, doit assumer la responsabilité première de cette crise. À ce titre, nous pouvons dire que la RDC traverse principalement une crise politique aiguë. Les Congolais, dans leur majorité, veulent en sortir. Mais comment? Ici, les opinions divergent. Et c'est l'objectif du Parlement du monde d'aider un tant soit peu à enrichir la réflexion de chacun pour permettre l'émergence des choix objectifs et de faire triompher la raison et les stratégies efficaces. Nous allons recevoir sur ce plateau des femmes et des hommes qui défendent des options différentes, allant des pro-dialogue, des pro-élections, des pro-soulèvement populaire et même des plus radicaux. Au Parlement du Monde, nous considérons tous ces intervenants comme des copropriétaires de la RDC, qui ont donc le droit de s'exprimer et d'exprimer l'opinion d'une certaine fraction de ses propriétaires. L'immunité qui doit nous animer tous nous commande de nous écouter et de nous enrichir mutuellement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Basile Diatezoa, bien connu dans le milieu politique congolais et même le milieu politique international. Bonjour M. Basile. Bonjour. Quel est votre choix? Et pourquoi vous faites ce choix dans les débats actuels, dans le débat du moment qui fait que la scène politique est partagée entre aller aux élections, aller au dialogue, aller à un soulèvement populaire, et même certains qui envisagent des solutions plus radicales? Quel choix vous faites? Quelle lecture vous faites? Mon choix, c'est que nous devons aller au dialogue. Parce que nous sommes dans une crise politique très grave. Très grave. D'ailleurs, quand on observe le débat politique au niveau national, on constate que la crise, elle est vraiment profonde et que c'est un problème de survie de notre communauté politique qui en dépend. Donc, nous devons aller au dialogue pour baliser tous ces problèmes de fond
qui nous accablent et que, tenant compte des expériences du passé et des objectifs qu'on se serait définis, le bien commun, nous allons maintenant prendre des orientations définitives sur le plan institutionnel pour que tous ces problèmes qui se posent aujourd'hui, par exemple la problématique des élections, qui n'est qu'un épiphénomène justement des différentes crises du passé. Et je crois que l'option du dialogue, pour moi, est la bonne option, compte tenu de la situation socio-politique du pays. Nous devons en tout cas aller au dialogue. Mais que répondez-vous à ceux qui disent qu'on ne peut pas aller au dialogue parce qu'il y a une crise de confiance à l'égard du chef de l'État, Joseph Kabila, qui estime et qui justifie cela en disant, bon, il a organisé des élections en 2006 et 2011, il a parlé de concertation en 2013, et les élections, les deux fois qu'il y a eu élection, ça s'est achevé par une fraude généralisée et par l'usage de la force, de la violence pour s'imposer. Et les dialogues, les concertations politiques, par contre, ont débouché sur peut-être même plus de confusion qu'avant. Et étant donné cette crise de confiance, il ne voit pas pourquoi aller au dialogue avec lui. Et d'autres vont même plus loin et disent que c'est inutile parce que si on y va, on n'a pas le moyen de s'imposer sur lui. Et si on n'a pas le moyen de s'imposer, il va simplement nous imposer, lui, ce que lui veut. Je comprends tous les acteurs politiques qui ont cette opinion, je les comprends. Et je comprends aussi une partie de l'opinion nationale qui pense dans ce sens. Justement, moi, j'ai plutôt une autre approche, plutôt un recul historico-politique de la situation que nous connaissons aujourd'hui. En 2006, j'avais dit à ceux qui pilotaient la transition que le problème au Congo, ce n'est pas l'organisation des élections ou la légitimité d'un pouvoir. Non. Le problème au Congo se pose depuis 1960. C'est que nous devons d'abord penser notre communauté de destin. Si vraiment nous voulons vivre ensemble, nous vouloir vivre ensemble, c'est ça qui manque dans notre pays. Ensuite, les bonnes institutions, si on s'accepte mutuellement pour un destin commun et qu'on se donne des bonnes institutions, à ce moment, je crois que les objectifs communautaires étant définis, les animateurs qui seront choisis démocratiquement vont œuvrer dans le sens du bien commun. Or, tant que ces deux préalables ne sont pas posés, nous allons tourner en rond et toutes les crises que nous allons connaître ne seront que des épiphénomènes de cette problématique fondamentale, le vouloir vivre ensemble. Parce que vous posez par exemple ce problème de la confiance vis-à-vis du président, du chef de l'État. Mais quand une partie d'acteurs politiques génère un discours très dangereux pour la survie de notre communauté. Quand on va parler, par exemple, d'un pouvoir d'occupation qui est, disons, géré par celui qui est à la tête de notre pays. Quand on va parler de l'infiltration de nos institutions par un pouvoir étranger. Alors que ceux qui occupent des fonctions, ceux qui sont épinglés, stigmatisés, qui sont congolais, effectivement, mais simplement à cause des préjugés ataviques ou des manipulations de l'irrationnel des Congolais, nous arrivons à ne plus avoir confiance à ceux qui nous gouvernent. C'est que la crise est très très profonde. On ne peut pas accepter que un citoyen congolais, à cause de son faciès, soit stigmatisé dans ses fonctions publiques alors qu'il est là pour servir la communauté. Bref, c'est pour dire que la crise est trop profonde. Et puisqu'elle est profonde, à votre avis, le seul moyen ou le seul schéma pour résoudre cette crise, c'est d'aller dans ce dialogue. Alors cela me permet d'introduire la question suivante. C'est que
Quels sont les points alors qu'on inscrirait à l'ordre du jour? Pourquoi je pose cette question? C'est parce que j'ai en réponse déjà la feuille de route de l'UDPS. Lorsque je la considère, je vois un certain nombre de points qui sont à l'ordre du jour, notamment régler, et c'est même le point principal à mon avis, régler le problème, les litiges électoraux de 2011. Étant donné que pour l'UDPS et pour beaucoup d'autres Congolais, la crise actuelle, c'est une crise de légitimité qui part de l'échec de ces élections. Bon, je vois du côté du pouvoir, il y a 4 points qui sont inscrits à l'ordre du jour. Paix, sécurité, cohésion nationale et économie. Bon, je me dis, bon, là, il y a déjà un problème. Comment ça va se faire? Comment allons-nous concilier les contenus, le point à inscrire à l'ordre du jour? Comment cela va-t-il se faire? Allons-nous accepter tout ce qui est donné par chacun? On va faire la somme de tous les points que l'on doit inscrire à l'ordre du jour, ou bien on s'en tiendrait au point de l'UDPS ou bien au point du président de la République? Je crois que nous devons être cohérents dans ce que nous faisons sur le plan politique. La politique doit être rationnelle. Et nous devons d'abord épingler, identifier ce qui est fondamental. Je comprends les propositions de l'UDPS, qu'on fasse une revision de ces élections de 2011, mais le MLC aussi peut poser son cas pour 2006, puisque eux aussi ils affirment que leur président avait gagné les élections. Je crois que nous devons plutôt identifier ce qui est basique pour notre communauté. Quand par exemple le président de la République propose, dans les thèmes qu'on peut discuter à ce dialogue, il parle par exemple de la cohésion nationale. Mais on ne peut pas avoir une cohésion nationale si, au départ, on ne s'accepte pas mutuellement. On aura toujours des problèmes. Donc voilà, là vous êtes d'accord? Nous parlons simplement de points à inscrire à l'ordre. Oui, justement. Donc vous êtes d'accord avec le point que le pouvoir a inscrit? Bien sûr, le pouvoir fait des propositions. Maintenant, les autres forces politiques feront leurs propositions et le pouvoir organisateur du dialogue va identifier les thématiques qui sont basiques pour résoudre toutes ces crises qui datent des années 60. Vous ne pensez pas qu'à ce point, ça risque d'être l'objet d'une autre crise dans la crise? Parce que les autres pourraient dire, mais de quel droit, lui, il doit trancher sur le point qu'on inscrit à l'ordre du jour? On devrait soit on inscrire tous les points que chacun amène, soit on discute ensemble et on décide de quel on retient. Non, je crois que l'article 69 donne au président de la République les prérogatives disons, d'assurer l'harmonie communautaire, la cohésion nationale. C'est son devoir, c'est son rôle. Et que, à moins qu'il soit de mauvaise foi, mais s'il veut vraiment résoudre les problèmes de fond dans notre pays, il choisira des thèmes qui sont, disons, basiques pour résoudre toutes ces crises-là. Et quand je vois les 4 thèmes qu'il a proposés, je crois que nous allons déjà vers la bonne direction. Aux autres forces politiques de faire des bonnes propositions. Comme je dis, nous devons identifier le vrai problème dans notre pays. Comme je vous ai dit, et je l'ai toujours répété, le problème fondamental au Congo, c'est l'acceptation de l'autre pour un destin commun. C'est la volonté, c'est-à-dire comme on dit, le fondement moral d'une communauté politique. Nous sommes à ce stade primaire d'une communauté de destin. Et la deuxième question fondamentale, quelles sont les bonnes institutions pour harmoniser la cohabitation des différentes composantes nationales pour un objectif commun, à savoir le bien-être, la liberté, la sécurité, l'identité pour tout le monde. Parce qu'il est quand même inacceptable que plus de 50 ans après l'indépendance, qu'un Congolais soit victime d'injustice, de méprise, de violence, simplement parce qu'il appartient à une identité culturelle, ou qu'il a un faciès qui ne plaît pas une partie de l'opinion congolaise. On ne peut plus accepter ça. C'est un débat important, je pense qu'il mériterait une émission à part. Bien sûr. Parce qu'il est
tellement profond et là on va vers des choses très complexes. Oui. Mais pour nous limiter à ce sujet, au sujet du jour, c'est-à-dire faire les choix entre la manière, comment faire, quel chemin qui pourrait nous conduire à la sortie de crise. Là je reviendrai donc au pouvoir qu'on devrait donner à ce dialogue, ce cadre-là de dialogue. Aura que le pouvoir, n'oublie pas que c'est un dialogue qu'impose une crise. N'est-ce pas? Bien sûr. Il y a une crise. Profonde. Et c'est ça qui appelle le dialogue. Et on va à ce dialogue, même méfiant un peu les uns envers les autres. N'est-ce pas? Donc, il faut savoir jusqu'où on va aller, jusqu'où on peut aller, et comment faire les choses pour que cela puisse effectivement nous permettre d'aboutir à des solutions. Alors dites-moi, quel pouvoir, quel niveau de pouvoir on donnerait à ces cadres? On a le choix entre lui donner un pouvoir limité sur des sujets qui sont inscrits et encore en dessous des institutions qui sont en place au moment où on dialogue en fait. Ou alors on lui donne un pouvoir souverain, un pouvoir total tel que les résolutions, les décisions qui sortiront de ces dialogues devront s'imposer à tous. Ici, je fais appel d'abord à la conscience morale et la conscience politique de chaque acteur politique congolais. Il faut que, à l'issue de ce dialogue, puisque nous devons débattre des problèmes de fond, il faut que, à l'issue de ce dialogue, où chacun aura tendance à avoir raison, avoir raison, ce qui est normal, mais que le bon sens, la conscience morale, la conscience politique nous amène à transcender justement notre ego, à se dire que dans nos divergences, qui sont normales, et que dans ces divergences inévitables, qu'on essaie d'identifier les convergences pour arriver à sauver, à servir l'intérêt général. Donc, les décisions qui sortiraient, les conclusions qui sortiraient de ce dialogue doivent être acceptées par toutes les parties, donc toute la classe politique, pour la réussite de ces conclusions. Donc je crois qu'à ce moment, moralement et politiquement, ces décisions s'imposent. Sinon, ça serait de la mauvaise foi, et je crois que là, sur le plan de l'éthique, c'est inacceptable. Donc je crois que si on va au dialogue et qu'on balise tous ces problèmes de fond, qu'on donne des conclusions pour résoudre ces problèmes, chacun de nous donnera le meilleur de soi pour arriver justement à la concrétisation. Donc sans jouer sur le mot, si vous me permettez, vous pensez que le caractère souverain de ce cadre de dialogue peut être reconnu et... Bien sûr, mais c'est comme par exemple la survie de l'unité nationale. Elle s'impose. Moralement, politiquement, elle s'impose. Donc si vraiment nous voulons sauver notre communauté politique, la moindre des choses, c'est d'accepter les conclusions qui sont prises pour la survie de cette communauté. Sinon, on dirait qu'il n'y a pas eu de dialogue, parce que si on prendrait des décisions ensemble, et celui qui a l'impérium sort de dialogue et impose son point de vue, en ce moment-là, on pourrait dire qu'il n'y a pas eu de dialogue. Non, je pense que le président Kabila est assez sage pour ne pas imposer, disons, une orientation qui ne serait pas prise par le dialogue. Je le souhaite vivement, quoique certains disent, bon, on est sorti des concertations, pour ceux qui sont allés aux concertations de 2013, et les décisions qui étaient prises aux concertations ont mis plus d'une année pour avoir un début de réalisation, et le gros reste encore d'ailleurs... Vous savez, quand vous parlez des concertations nationales de 2013, je ne dis pas que c'était une erreur, mais disons, ceux qui étaient au dialogue se sont égarés dans l'analyse des problèmes qui se posent dans notre pays. D'accord. On ne va peut-être pas débattre sur ce point-là. C'est un jugement personnel. C'est personnel, bien sûr. Mais revenons encore à notre sujet d'aujourd'hui. On parlera alors de comment on organiserait ce dialogue. Là, puisque vous êtes pro-dialogue, puisque vous acceptez d'aller au dialogue, il est important qu'on aille un peu dans le fond des choses en ce moment-là. Comment on l'organiserait? Qui convoquerait les dialogues? Je connais déjà un peu votre réponse, mais j'aimerais que vous puissiez répondre pour
édifier nos téléspectateurs. Mais je crois que la seule autorité, c'est le président de la République. L'article 69 lui donne ses prérogatives. Quelle est cette force qui peut aujourd'hui organiser ce dialogue? Imaginons un peu que l'UDPS, qui va prendre l'initiative d'organiser un dialogue politique, on va dire, mais de quel droit? Mais ici, le président de la République a ce droit et ce devoir d'organiser ce dialogue compte tenu de la crise. Donc, de ce côté, il n'y a pas d'équivoque. Et la MONUSCO, au nom de la communauté internationale, ça se ferait? Vous savez, la communauté internationale nous accompagne pour résoudre nos problèmes. D'accord. Alors, passons à autre chose, toujours dans la manière d'organiser le dialogue. Quels seraient les participants? D'après la feuille de route de l'UDPS, nous avons deux camps. Il y a une bipolarisation de fait. On a le camp UDPS et ses alliés, et on a un camp du chef de l'État et ses alliés. C'est là partant du principe que la cause principale de la crise que nous vivons aujourd'hui, c'est le fraude généralisé lors des élections de 2011 et le règne par-dessus du président. Je pense... Et que, alors, s'il y a dialogue, ça doit être entre les deux camps. Ceux qui sont pour le président Kabila ou ceux qui sont pour le président Etienne Tshisekedi qui a été élu. Voilà. Dans leur logique, c'est ainsi qu'ils justifient ces deux camps. À votre avis, ce serait efficace? Ils disent 40 personnes, 20 dans un camp, 20 dans l'autre. À votre avis, sur cette question de participants, comment vous réagissez? Parler de bipolarisation, c'est s'égarer. On ne peut pas aujourd'hui limiter la résolution de la crise politique dans notre pays entre deux tendances politiques. C'est absurde et c'est ridicule. La crise n'a pas commencé avec les élections de 2011. La crise a commencé bien avant. Et on a raté le coche à la conférence nationale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu assez de maturité politique. Mais je crois que aujourd'hui, compte tenu de cette permanence de crise, nous devons avoir un dialogue inclusif pour que chacun arrive à apporter sa contribution pour des solutions assez responsables. D'accord. Aujourd'hui, il y a plusieurs formations politiques qui acceptent aussi d'aller au dialogue. Il y a les églises congolaises, catholiques, protestantes, les églises de réveil, qui acceptent aussi. Mais il y a en face de cela ce qu'on appelle l'opposition locale ou l'opposition parlementaire congolaise qui dit non au dialogue. Que leur direz-vous? Que leur enverrez-vous comme message? Je crois que c'est une erreur politique. Quand vous entrez dans un ordre politique comme eux, ces forces, vous avez bien dit, qui sont des forces de l'opposition parlementaire, je crois que le bon sens voudrait que, quelles que soient les divergences, quand vous acceptez l'ordre politique qui est là, vous faites partie comme animateur de cet ordre politique, le dialogue, c'est la moindre des choses. Donc, je crois qu'ils doivent revenir à leurs décisions pour apporter leur contribution. Nous devons aller tous. D'accord. Et en parlant de la durée, l'UDPS parle de 10 jours. Vous, à votre avis, en 10 jours, tous ces problèmes que vous posez pourraient être abordés? Faut-il plus de jours? Faut-il moins? On ne peut pas imposer une durée. On fait seulement appel au bon sens et à l'intelligence collective des acteurs qui seront au dialogue. C'est le sens de responsabilité. On ne sera pas là pour s'éterniser, à discuter des sexes des anges, tout ça. Mais non, quand on se veut responsable, on sait que le peuple, le pays a besoin des solutions concrètes, des solutions responsables. Donc, il faut se montrer assez mature, souple, tout ça, intelligible, pour trouver des solutions appropriées. Exact. Il y a dans la presse et en parlant avec plusieurs de nos compatriotes, certains qui relèvent des faiblesses du dialogue, d'autres qui en donnent plutôt des forces, le point de force.
Dans le camp de ceux qui parlent de faiblesse, je reviens, j'en ai parlé un peu au début, ceux qui disent, nous sommes impuissants en face de Kabila. Aller au dialogue, ce serait lui permettre de faire ce que lui a envie de faire. Nous allons donc, par notre participation au dialogue, cautionner la volonté de Kabila, et on voit généralement la volonté de glisser. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce concept de glissement, je n'aime pas ça beaucoup. Vous savez, on ne va pas, une communauté politique responsable, mature, ne va pas organiser les élections simplement pour faire plaisir à certains acteurs qui ont des ambitions légitimes. Non. L'acte électoral est un instrument de la démocratie. Si nous voulons réussir le processus électoral, nous devons, au préalable, remplir les conditions basiques. Est-ce que ces conditions sont réunies pour des élections apaisées? Ça, c'est la question que je me pose. Donc, si aujourd'hui, le constat au niveau national est que on ne peut pas organiser ces élections dans le délai que, par exemple, la CENI a proposé. D'ailleurs, la CENI qui a proposé son calendrier a donné des préalables, des conditions. Il faut que le gouvernement arrive à satisfaire ces conditions. Des uns disent que on prête au pouvoir établi l'intention de prolonger le mandat. Le mandat, oui. Bon, ça sont des supputations. Mais je crois que s'il y a un consensus pour prolonger ce mandat, ça c'est la classe politique qui va le décider. Si on prend certaines institutions de l'ordre politique actuel, le Sénat par exemple. Il existe depuis 2006. Bon, si on prend l'institution fondamentale d'une démocratie, c'est-à-dire que les élections locales, communales, urbaine. Les a-t-on organisés dans notre pays? On est aussi là en face d'un glissement de si. Mais à qui la faute? Mais c'est toute la communauté. Il faut jamais. Garant, vous avez tout à l'heure invoqué l'article 69 pour montrer les droits et les devoirs du chef de l'État sur un point, mais sur celui-là aussi. Mais c'est lui qui est supposé organiser les élections. Donc s'il n'y a pas eu d'élection, c'est lui qui ne les a pas fait. Non, il faut partir. C'est sa responsabilité, il doit pouvoir l'assumer. Faisons un petit recul historique. Le président Kabila a été élu en 2006, dont la Troisième République commence avec son élection et l'acceptation de la Constitution de la Troisième République. Ouais. Mais avant ça, il y avait un pilotage extérieur sur... Oui, sans revenir à cela compte tenu donc, du temps. Justement, donc si nous prenons l'ordre politique actuel qui commence en 2006, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que cet ordre a généré des institutions qui n'arrivent pas à résoudre tous les problèmes inhérents d'une communauté politique. Donc c'est à nous à poser, nous poser des questions. Comment allons-nous faire des réformes? C'est pour cela que je suis partisan des réformes institutionnelles. Quelles sont les réformes que nous pouvons proposer pour faire avancer la démocratie dans notre pays? Donc il ne faut pas individualiser les erreurs ou les manquements d'un ordre politique qui est là. Je crois que c'est le travail de toute la communauté. Il y a une responsabilité collective. C'est ainsi que, à ce dialogue... Là, sincèrement, mon point de vue est que, allez, je me permets de donner un point de vue, c'est la responsabilité du chef de l'État, celui l'animateur des institutions, et celui qui, dans le respect de la Constitution, sait qu'il doit organiser des élections à telle échéance, à telle autre. Ça, bien sûr, c'est un débat, on peut toujours revenir dessus, mais je pourrais alors parler maintenant de des arguments que l'on donne en faveur du dialogue. Certains disent, aller au dialogue, c'est faire la preuve de notre bonne foi. Aller au dialogue, c'est faire éclater la mauvaise foi de l'un ou de l'autre. Mais aller au dialogue, c'est constituer aussi éventuellement un élément déclencheur d'un autre schéma. Qu'est-ce que vous en dites? En un mot, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. En un mot. En un mot, c'est vrai, faux.
je crois que il faut qu'il y ait un minimum de confiance mutuelle. Chacun a ses raisons, chacun aura raison, mais chacun de nous doit essayer d'accepter les arguments de l'autre, réciproquement, pour arriver à une convergence. L'essentiel, c'est sauver la paix, sauver l'unité nationale. D'accord, d'accord. Deux petites questions qui restent. Vous pouvez me répondre de tic au tac. La première, c'est, d'après vous, on sortirait du dialogue, s'il y en a un, avec un gouvernement? Et pourquoi pas? Il n'y a pas de tabou là-dessus. S'il faut une gestion publique pour, un exemple, procéder à des réformes institutionnelles, donc il faut nécessairement un gouvernement approprié. D'accord, d'accord. Dernière question. Nos échanges et ce que nous voyons dans la presse démontrent donc que les partisans du dialogue ne sont pas unis, ils n'ont pas la même vision du dialogue. Il y a des divergences. Est-ce que cela pourrait nécessiter un dialogue entre les pro-dialogues? Un dialogue entre... Mais vous les savez... pro-dialogues avant même les dialogues nationaux. Non, moi je crois que le président de la République qui a pris l'initiative d'organiser le dialogue, c'est aux autres forces politiques de saisir cette occasion pour participer. Celui qui ne veut pas participer, je crois qu'on ne va quand même pas caporaliser les participants. Non, je parle ici de la divergence parmi ceux qui veulent aller au dialogue, mais leurs différentes manières, leur divergence dans la manière d'aborder cette question. Est-ce que cela nécessiterait qu'ils se mettent d'abord tous ensemble avant d'aller en face de l'autre? Non, ce n'est pas nécessaire. Je crois que les acteurs sont assez matures pour se déterminer. Bien sûr. Donc, je crois que là, le problème ne se pose pas. Et voilà, là, nous avons fait le tour. Et je ne sais pas si vous avez un mot à ajouter sur ce point pour clôturer. Moi, ce que je demande à la classe politique, c'est d'abord d'accepter le dialogue. Ça, c'est un. Ensuite, d'identifier, j'insiste là-dessus, les problèmes de fond. Pas les épiphénomènes, pas les accessoires ou les intérêts égoïstes. Non. Il y a, comme j'ai dit, je le rappelle, il y a un problème de fond dans notre pays. C'est le vouloir vivre ensemble. C'est l'élément basique. Si on n'a pas compris ça, eh bien, on va tourner en rond. Et je crois que si on s'accepte mutuellement pour un destin commun, la deuxième question fondamentale, quelles sont ces institutions, ces bonnes institutions capables d'harmoniser la cohabitation des différentes composantes nationales? Comme le rappelle le président Obama, en Afrique, ce ne sont pas les hommes forts qui manquent, mais des bonnes institutions. C'est ça qui nous manque au Congo. Merci beaucoup, Monsieur Basile Gatezoa. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie au nom de tous les téléspectateurs de Réseau DA, de la télévision de Réseau DA. Et j'espère que nous reviendrons sur certains des sujets qu'on a abordés. Volontiers. Pour aller dans le fond des choses. Quoi. Merci. Merci encore. Merci à tous nos téléspectateurs. Nous vous invitons à suivre les émissions qui vont suivre. Où vous aurez l'occasion d'écouter les arguments des autres, les tenants des autres positions, et qu'ainsi vous pourrez vous enrichir vous-même et faire votre propre jugement. Merci.